Bonjour Fine Andrine, bienvenue dans cette Bonjour matinale. Nicolas, Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Très bien, et vous, je vois un beau sapin de Noël derrière vous, Tout à fait, très bien, merci. respecté, parfait. Bon, en fait, ce que j'aurais aimé, sur quoi nous échangions, c'est dorénavant, on a déjà bien traité de l'aspect national avec la revue de presse, c'est l'international, et puis peut-être ce qui est en train de se passer, il semblerait que les choses bougent très vite. Nous aurons Régis Le Sommier plutôt pour parler du Proche-Orient. J'aurais aimé vraiment avoir votre expertise fine ce matin sur l'évolution du front en Ukraine. Il y a de plus en plus de rumeurs, il bruisse de plus en plus que l'Ukraine et le front ukrainien pourraient être enfoncés, pourraient même s'écrouler, et ce, beaucoup plus rapidement encore qu'on le pense. J'en discutais pas plus tard qu'hier soir avec un général, Finandrine. Tout à fait. Donc la question de l'Ukraine, évidemment, je pense que c'est la question qui va réellement dominer une grande partie des nouvelles en 2025, parce que, étant donné les chiffres et les informations que nous avons, l'Ukraine va droit vers le mur, hein, il faut le dire. Malheureusement, ils ont eu tellement de chances, tellement de possibilités, disons, d'éviter ce qui se passe maintenant, ce qui est en train de se passer. Euh, et ils n'ont pas saisi, malheureusement, ces opportunités. D'une part, parce qu'ils ont eu disons, un gouvernement extrêmement idéologique, pour ne pas utiliser d'autres termes, mais en même temps parce qu'ils ont été poussés par les Occidentaux qui ont été également aveuglés par leur politique de déstabilisation et d'affaiblissement de la Russie, qui est une volonté assez ancienne, comme nous avons déjà évoqué sur cette antenne. Donc pour moi, je vois vraiment deux volets. Il y a la partie militaire, où les choses sont quand même très, très difficiles actuellement, et la partie économique, parce qu'il y a des chiffres aussi qui sortent de l'économie ukrainienne et de la crise réellement dont souffre toute la société ukrainienne, qui valent la peine aussi d'être mentionnées. Donc, on commence par la partie militaire pour passer à la partie économique, ou on fait vice-versa? On commence par le militaire, par l'aspect justement militaire de la situation. Oui, donc alors la partie militaire, les chiffres que euh, nous avons eu des chiffres qui concernent les désertions. Et en fait, euh, ce sont des chiffres qui proviennent non seulement des Russes, mais également en partie confirmés par les Ukrainiens. Donc il semblerait que nous ayons aujourd'hui à peu près 150 000 désertions euh, de l'armée ukrainienne. C'est quand même très considérable. Euh, les Ukrainiens eux-mêmes confirment qu'il y a des procès en cours contre de plus en plus de soldats. Évidemment, les procès en cours ne couvrent pas tous les soldats qui ont déserté, parce que tous ne sont pas connus par les autorités, mais les chiffres étaient des Ukrainiens, donc à peu près 3000 désertions en janvier. Et ensuite, ça a été en progression pendant l'année 2024. Et on était à 9000 en octobre, 19 000 en novembre. Donc, on voit une nette progression maintenant et ça s'accélère. Et le tout, si on compte donc du 22 février 2022, du 24 février 2022 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à peu près à 150 000 avec une tendance vers l'accélération parce que de plus en plus d'Ukrainiens voient où tend cette guerre et de plus en plus d'Ukrainiens aussi n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'armes. Et ça, c'est toute cette discussion qui est en cours entre les États-Unis et l'Ukraine. Les Ukrainiens disent nous avons besoin de plus d'armes, c'est ça dont nous avons besoin pour battre la Russie. Et les États-Unis ils disent non, non, vous avez tous les armes dont vous avez besoin, vous n'avez pas les hommes. Donc vous devez abaisser l'âge, disons, de la conscription à 18 ans. Imaginez, 18 ans. Donc, c'est cette discussion, même plus qu'une discussion, hein, un petit peu quand même quelque chose de plus sévère qui a lieu entre le gouvernement de Kiev et le gouvernement de Washington, où ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et pourquoi les Américains disent cela? Parce qu'ils veulent
détacher de la crise ukrainienne, ils ne veulent plus prendre de responsabilité et ils ne peuvent plus prendre de responsabilité parce qu'ils ont déjà fourni toutes les armes. Donc, ils veulent passer la responsabilité aux Ukrainiens en disant c'est la faute, c'est votre faute. En fait, vous n'avez pas mobilisé suffisamment d'hommes. Et donc, c'est très cynique, évidemment, de se comporter de cette manière, puisque, quelque part, les Ukrainiens ont été entraînés et encouragés dans cette guerre par les Américains, puisque nous savons très bien qu'il y a eu maintes fois des opportunités de paix, déjà en 2014, mais même plus tard, on peut en parler des différentes périodes où il y avait la possibilité d'éviter cette guerre. Mais donc, si on revient à la partie militaire, effectivement, parmi ces désertions, on a appris que ça a été même confirmé par un journaliste ukrainien, Boutoussov, que environ 1000 soldats ukrainiens qui ont été formés à Amiens et qui étaient donc des soldats d'élite ukrainiens, qui faisaient partie de cette brigade qui a été appelée Anne de Kiev. Donc il y avait à peu près 3000 soldats, je pense, qui étaient en train d'être formés, qui étaient formés à Amiens, autour de Amiens, pendant plus d'un an. Et 1000 de ces soldats ont tout simplement quitté leur poste et se sont enfuis dans la forêt. Et ceci est quand même assez surprenant parce que d'une part le nombre et d'autre part, ce sont des soldats apparemment qui sont idéologiquement extrêmement motivés et radicaux. Parce que j'ai un ami qui connaît quelqu'un qui a entraîné ces personnes-là et son retour, c'est il a été surpris. Hein. Il était là pour entraîner militairement ces personnes, mais il a été surpris. Il a dit que la grande majorité de ces personnes qui étaient en France étaient des personnes très radicalisées. Donc, on peut dire des néo-nazis pratiquement, avec une haine sans fin envers les Russes. Et donc, c'est typiquement le problème que va essayer d'éradiquer les Russes maintenant, ce problème idéologique de Bandera, de la philosophie de Bandera, si on peut appeler ça une philosophie, et cela fait partie évidemment de cet objectif de dénazification qu'ont les Russes. Mais si on retourne donc un petit peu sur la partie militaire, parce que je fais quelques parenthèses, la grande difficulté, en fait, se trouve auprès de Pakrovsk, cette ville dans le sud du Donbass. Et cette ville est importante à plusieurs égards. Non seulement il y a énormément de routes principales et de chemins de fer qui passent par cette ville. Donc, perdre cette ville pour les Ukrainiens, ça signifierait en fait donner accès aux Russes à des routes et des chemins de fer qui mènent droit vers le Dniepr. Et après Pakrovsk, il n'y a plus tellement de défense. Donc, ça veut dire qu'une perte de Pakrovsk signifierait la possibilité d'une avancée très rapide des Russes vers le Dniepr. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si réellement les dirigeants occidentaux sont conscients de cela. Parce que quand Pakrovsk tombe, beaucoup de choses risquent de changer et très rapidement sur le terrain. Donc, ensuite, il faut voir que Pakrovsk représente le reste de l'industrie métallurgique qui existe en Ukraine. À peu près 50% de cette industrie métallurgique, qui est aussi évidemment utilisée pour faire des armes, des machines-outils dont a besoin l'Ukraine, 50% est à Mariupol, qui a été conquise par les Russes en mai 2022. Mais le reste, pratiquement tout, se trouve à Pakrovsk. Et donc, si Pakrovsk tombe et les Ukrainiens n'ont plus cette capacité-là, ils vont perdre pratiquement toute leur industrie métallurgique et ce sera évidemment un coup dur. C'est-à-dire qu'ils vont de plus en plus, même dans ce domaine-là, être dépendants des importations européennes et de l'aide européenne. Donc ça, c'est le point vraiment principal. Ensuite, il y a sur toute la ligne de front une pression constante des Russes. À Koursk, les Russes ont repris à peu près 60% de la zone maximale qu'avaient envahi en fait les Ukrainiens à partir de août 2024 de cette année. Et les Russes ont repris à peu près 60%. Il reste donc 40% sous domination ukrainienne, mais à quel coût, à quel prix humain? Parce que nous sommes aujourd'hui actuellement à plus de 40 000 pertes juste à Koursk.
Et ça, ce sont donc des morts, ce sont des morts et ce sont inutiles. Et complètement inutile. Et beaucoup d'Ukrainiens aujourd'hui se plaignent de cette stratégie probablement venant de Zelensky, parce que ça, on dirait que cette incursion ou cette invasion de la Russie propre, c'est-à-dire à Kursk, a des objectifs uniquement politiques. Parce que Zelensky dit « Ah oui, je veux donc utiliser le territoire à Kursk pour l'échanger contre des territoires du Donbass, par exemple, et ça va nous faciliter la tâche dans les négociations. » Le seul problème, c'est que les Russes ont déjà dit à maintes reprises, il est hors de question qu'on négocie quoi que ce soit tant que le territoire de Kursk est occupé par les Ukrainiens. Et donc, leur stratégie a complètement failli. D'autant plus que les Ukrainiens espéraient que les Russes allaient dévier des ressources militaires du Donbass vers Kursk, mais en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Ce sont les Ukrainiens qui ont dû envoyer en urgence des soldats, des dizaines, des milliers de soldats du front, qui est beaucoup plus important pour les Ukrainiens, donc Pakrovsk typiquement, vers le Kursk, justement parce que politiquement, aujourd'hui, Zelensky et son gouvernement ne peuvent pas se permettre de perdre Kursk, parce que c'est devenu quelque chose de symbolique, de politique. Donc, c'est un désastre d'un point de vue militaire. Et donc, là, aujourd'hui, les Russes sont apparemment à peu près à 2 kilomètres de Kursk. De Pakrovsk. Cela a pris quand même pas mal de temps parce qu'on espérait, on pensait qu'ils allaient atteindre la ville de Kursk vers fin septembre, mais cela a pris beaucoup plus de temps. D'une part, les Russes veulent minimiser leurs pertes, et ça, Poutine l'a dit très clairement, nous allons gagner la guerre, mais pas à n'importe quel prix. Nous ne sommes plus l'Union soviétique. Nous voulons minimiser les pertes, et donc ils ont procédé assez lentement en prenant village après village, ville après ville autour de Pakrovsk, et maintenant ils sont arrivés à la périphérie de Pakrovsk, qui sont à peu près à 2 kilomètres du sud de la ville. Et donc les Russes envoient déjà des forces spéciales et de reconnaissance dans la ville de Kursk pour… De Pokrovsk. De Pokrovsk, pour justement vérifier quelles sont les défenses ukrainiennes, vérifier l'état des troupes, la quantité de troupes, etc. Donc, on pourrait imaginer que cette bataille de Pokrovsk, qui est très importante, pourrait initier dans les prochaines semaines. Peut-être dans les deux prochaines semaines, par exemple. Et ensuite, combien de temps cela va prendre, c'est très difficile à dire, parce que tout dépend à quel point Pokrovsk est défendu par les Ukrainiens, et ça on ne le sait pas, et peut-être les Russes le savent, mais ils ne partagent pas cette information avec nous. Donc cela peut prendre quelques semaines, mais ça peut aussi prendre quelques mois, puisque les Ukrainiens, évidemment, ils comprennent très bien avec les Américains que Pokrovsk est une ville clé, et les Ukrainiens vont faire tout pour éviter que cette ville tombe, étant donné les conséquences que je viens de nommer à l'instant. Mais comment, puisqu'ils n'ont plus les hommes, le meilleur matériel, ils le font détruire dans l'oblast de Kursk, les 30 ou 40 000 morts dénombrés dans cette oblast auraient certainement trouvé plus leur emploi et leur intérêt tactique et stratégique, justement, autour de Pokrovsk plutôt que dans ce saillant dont on voit bien que c'est une politique d'affichage et que de toute façon ça sera réduit le jour venu. Et puis question subsidiaire que je pose à chaque intervenant, quid de notre péril jaune, de nos Coréens du Nord qui seraient dans ces combats, au moins en tout cas sur le territoire russe et pas dans le Donbass, dans tous les cas. Oui, donc effectivement, les Ukrainiens vont mettre tous les moyens qui restent. Et donc, il y a encore des moyens, hein, mais ils vont souffrir de très grandes pertes. Ils reçoivent encore quelques armes. Hein. L'administration Biden fait tout ce qu'elle peut pour envoyer des armes. Donc, il y aura encore des moyens, mais effectivement, les moyens humains et les moyens militaires deviennent de plus en plus faibles. Mais s'il s'agit de concentrer sur Kursk, alors qu'effectivement, il y a une ligne
qui fait plus de 1000 km, effectivement, s'ils veulent réellement concentrer sur sur Pakrovsk, eh bien, ils vont essayer de le faire. Ils vont essayer de le faire. Donc, mais ça sera au prix de très grandes pertes matérielles et humaines, malheureusement. Voilà. Et ensuite, en ce qui concerne les Nord-Coréens, personnellement, je n'ai rien vu qui atteste de Nord-Coréens sur le champ de bataille. Il y a constamment des vidéos qui sont montrées, des vidéos où curieusement, dans cette ère de smartphone et de vidéo, mais curieusement, dans ces cas-là, on ne voit pratiquement rien et on nous montre des films en noir et blanc. On dirait que ces films avaient été filmés en 1930. Et on ne voit rien, on ne voit même pas de visage et on ne voit pas d'identité. Donc rien ne prouve qu'il s'agit de soldats nord-coréens à Kursk. Et personnellement, je ne crois pas que ce soit le cas. Parce que ça a été il y a eu une telle médiatisation de ces soldats que s'il y avait réellement des soldats et même des victimes, eh bien évidemment, les Ukrainiens auraient pris toutes les mesures immédiatement pour démontrer avec publication de passeports ou de cartes d'identité ou de documents en coréen, ils auraient montré les visages, etc. Rien de cela. Et donc cela m'indique que il s'agit sûrement d'une opération. Une opération médiatique surtout pour, disons, justifier aussi l'escalade que fait l'Occident en permanence. Donc les tirs en profondeur, par exemple, sont aussi justifiés par le fait que nous sommes en guerre, pas seulement contre les Russes, mais également contre les Nord-Coréens qui sont venus, LCI disait ça, hein, ils sont venus il y a de 7000 km pour faire la guerre sur le sol européen. C'est absolument, disons, inacceptable. Et la deuxième raison pour laquelle je ne pense pas que les Nord-Coréens sont actuellement impliqués dans les combats, c'est que l'intégration des Nord-Coréens dans l'armée russe, dans une situation aussi sensible, est évidemment pas souhaitée. Et elle est très difficile d'un point de vue logistique, d'un point de vue aussi linguistique, et également, il y a des informations qui proviennent de Russie qui disent que les Nord-Coréens sont certes très, très motivés, mais ils sont aussi très mal, disons, entraînés et ils ont une doctrine, disons, de guerre qui n'a rien à voir avec la doctrine russe. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne matchent pas du tout. Ensuite, est-ce qu'il y a des soldats nord-coréens en Russie? Oui, très certainement. Mais ils ne sont pas à Kursk. Ils sont dans le Far Est, dans l'Est russe. Ils sont peut-être à Moscou aussi, s'ils suivent des cours ou s'il y a un alignement qui est en cours. Oui, très certainement. Il y a aussi des travailleurs nord-coréens pour assister à l'industrie russe. Mais voilà. Mais il faut faire la différence entre la présence de soldats coréens sur le sol russe et des Nord-Coréens effectivement impliqués dans les combats, ce que je ne pense pas du tout. À preuve du contraire, hein, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ce genre de preuves. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.